Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 47 du podcast Dunk Hebdo, jour numéro 1 du marathon. Très heureux de vous retrouver, un épisode par jour de lundi à samedi. Avec moi en ce premier jour, il y a Tom, tout d'abord. Ça va Tom? Ouais, salut tout le monde, salut Ben. Et Pierre. Bon anniversaire Pierre. Merci, salut Ben. Les amis Pierre. Bon. Merci les gars. Bon, ça sera, quand vous écouterez ce podcast, ce sera un jour après l'anniversaire, mais voilà, on était obligé de le dire pour le fan inconditionnel de Russell Westbrook. Est-ce que tu te considères comme le plus grand fan de Russell Westbrook en France? C'est une question. Ah, je dois pas être très loin dans le classement, je pense. Ok. Alors aujourd'hui, tous les trois, on va discuter, c'est un bilan de la saison. On va discuter tout d'abord de 2 trophées, le MVP, le défenseur de l'année, et on va faire nos All NBA Team. Ensuite, on va revenir sur nos prédictions de début de saison et discuter pour chacun d'entre nous de 2 réussites et de 2 échecs. Et pour finir, on va donner nos tops et nos flops. Mais petite nouveauté, ça va être un top et flop sur l'intégralité de la saison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, sur nos Twitter perso, @TomFeller, @P_Russell6. Le mec est même fan de Russell jusqu'à son nom d'utilisateur. C'est incroyable. Et @BenjiNBA. Vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes comme iTunes, SoundCloud ou Podcast Addict où vous pouvez nous retrouver. Et nous, on va démarrer juste après la pause musicale par le tant attendu vote pour le trophée de MVP. Alors, comme je l'ai dit dans cette première partie, on va se concentrer sur les trophées. 2 en l'occurrence, le MVP, le défenseur de l'année. Alors, c'est pour éviter de perdre trop de temps, vu que tout le monde analyse tous les trophées. Et personnellement, je vais pas mentir, il y en a que je trouve secondaires, pour pas dire complètement inintéressants. Alors, messieurs, avant de démarrer sur le trophée de MVP, je pense qu'on va tous se mettre d'accord pour dire une chose avant de donner nos votes. C'est un casse-tête. On est d'accord? Vous pouvez confirmer, les mecs? Ouais. C'est un casse-tête pas possible. Ouais, c'est Enfin, terrible, perso, en fait, moi, ça dépend des sensibilités de chacun en fait. Qui tu classes, c'est du vol pour perdre, tous ceux que tu peux mettre dans la course, c'est pas voler quoi, et en même temps c'est un peu une injustice de pas mettre les autres. Exactement. Personnellement, j'ai dû changer bien 3-4 fois de vote sur la dernière semaine, au minimum. Ouais, pareil. C'est... Moi non. Ça fait 5 ans que j'ai le même vote. Alors, avant de préciser ce choix, on va vous donner quelque chose. On va préciser, c'est pas une prédiction, c'est bien notre vision personnelle. C'est comme si on avait si la NBA, dans un univers parallèle, reconnaît l'excellence du podcast et nous donne un droit de vote, on aurait ce droit de vote-là. Alors, Pierre, Tom, on va commencer. Je propose qu'on donne déjà notre top 5, puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, les journalistes donnent un top 5 quand ils votent, en partant de 1 à 5, et puis après, on va en discuter. Du coup, par contre, Pierre, on va pas faire de 1 à 5, on va faire de 5 à 1. C'est beaucoup mieux pour le suspense Hitchcockien, je pense. Ok. 5 d'abord, je vais mettre John Wall. Après, en 4, je vais mettre LeBron James. En 3, Kawhi Leonard. En 2, James Harden. Et en 1, forcément, Russell Westbrook. Tom, ton top 5? Alors moi j'avais Kevin Durant en 5, mais j'ai dû changer. Donc j'ai mis Isaiah Thomas en 5. J'ai LeBron James en 4. Kawhi Leonard, j'ai beaucoup hésité, mais je le mets en 3. James Harden en 2 et Russell Westbrook en 1. En 5, j'ai Stephen Curry. Je pense d'ailleurs qu'on commencera limite par commencer par le 5, parce que ensuite, en 4, j'ai LeBron James. On a tous LeBron James en 4, je crois. En 3, j'ai James Harden. En 2, j'ai Kawhi Leonard, et en 1, j'ai Russell Westbrook. Oui, messieurs. C'est trop. Non, du coup, on va forcément parler de Westbrook. En fait, je sais pas si Tom a la même vision que moi, mais ce qui se passe depuis 2-3 semaines, ça m'a fait changer d'avis. Et juste le moment où mon cerveau a intégré le fait qu'il allait vraiment tourner à plus de 30-10-10, il y a eu un déclic incroyable. Je sais pas, mais ça peut paraître bête, mais... Moi, c'est même pas le 30-10-10 qui m'impressionne. C'est même pas le 30-10-10 qui m'impressionne plus, c'est les plus de 41 triple-double. Presque, tu vois. Ça, je trouve, on en reviendra quand on parlera plus après de Westbrook. Moi, ce qui m'a fait changer, franchement, j'hésite toujours encore. Là, je dis Westbrook, mais pour moi, Westbrook et Harden sont interchangeables. Et si tu veux, quand j'ai remis les choses un peu en contexte, ça m'a rappelé un peu la course entre James Harden et Stephen Curry, où James Harden avait plus le côté valuable qu'a aujourd'hui Russell Westbrook,
et que Harden Harden a plus le rôle de Curry en fait, le meilleur joueur de la meilleure équipe entre les deux en fait. Mais ce qui m'a fait vraiment changer d'avis, c'est plutôt le clutch de Westbrook, c'est des matchs qu'il réalise où il porte l'équipe littéralement sur son dos, quoi. Le match d'Orlando, Ouais, le match de Dallas, le match de tout seul, Memphis, le match de Utah. Dans les quatrièmes quart-temps, c'est Russell Westbrook, quoi. Mais je sais pas si on a déjà vu ça, mais ce qu'il fait dans le clutch là, c'est avec un usage comme ça, faire ça, c'est bluffant. Ce qui est incroyable aussi, c'est que c'est un joueur qu'on a critiqué dans le passé pour ses choix un peu ridicules dans les fins de match, et là, c'est changement du tout au tout. C'est ça qui est incroyable. Moi, il y a un autre élément qui m'a fait changer d'avis. Enfin, j'ai jamais été, je pense que j'ai dû, si on avait suivi le processus de mon vote, il y a peut-être eu 5-6 semaines où j'aurais voté Harden. Autrement, ça a été toujours du Kawhi et là, finalement, du Russell Westbrook. C'est ce match du 2 avril dernier où Pat Beverley tape un quasi triple-double à 26-8-9 sans Harden. Et quand j'ai vu ce match-là, ça a aussi produit un déclic dans ma tête parce que je me suis rappelé de tout ce qu'on avait dit pendant l'été, que tu avais aussi dit, Tom, par rapport au meneur qui est aidé dans le système de D'Antoni. Et alors, je sais, je suis le premier à critiquer le fait qu'on remet toujours sur la table le système qui est censé aider Kawhi, mais Harden est aussi aidé par le système. En l'occurrence, le système du Thunder, ça va être juste Westbrook à faire des stats. Je pense pas qu'en l'état, ça va être vraiment à gagner. Et c'est Westbrook en fait qui transcende le système à un niveau pas possible. C'est ça que je trouve admirable en ce moment. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Je me dis qu'en fait, Billy Donovan a trouvé un système pour maximiser toutes les capacités de Russell Westbrook. Donc du coup, là, il est utilisé de la façon où il peut produire le plus. Et tant mieux si ça réussit à l'équipe et ils vivent et meurent avec ça, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit en fait. Ça maximise les stats de Westbrook, mais le système d'Anthony du meneur, ça maximise à la fois la production du meneur et l'équipe en même temps. C'est ça qui est. Mais après, je sais pas. Mais Pierre doit se réjouir là qu'on a. Ah oui, je suis content. Après, son camp. Mais... Moi, j'étais vraiment c'est juste sur Harden. Les dernières semaines. Ouais, j'étais vraiment sur Harden. De toute façon, depuis le début de la saison, j'avais parlé de James Harden parce que vous m'aviez vendu Russell Westbrook et tout. Je vous disais, attention, James Harden, D'Antoni, Ryan Anderson, tout ça, que ça peut jouer. Et en fait, moi, j'étais beaucoup sur Harden par rapport à l'over-under, en fait. Parce que l'over-under de Houston, au début de saison, il était à 41,5. L'over-under, c'est-à-dire le nombre de victoires, fixé et programmé entre guillemets que devrait atteindre l'équipe. Il était à 41,5. Celui du Thunder était à 45,5. On l'oublie beaucoup. Donc quand j'entends dire que Westbrook n'a pas de coéquipier, bon, on va pas parler de ces matchs Houston, mais quand j'entends dire que Russell Westbrook n'a pas de coéquipier, bon, voilà. Et puis celui des Spurs était à 57. Et du coup, les Rockets, ils étaient à 41,5 et ils se retrouvent avec un bilan de 53 victoires pour l'instant. Donc c'est de l'overachievement, quoi. Ils ont vraiment dépassé les attentes et c'est vraiment pour ça que j'avais vraiment James Harden en 1 jusqu'à qu'aux derniers instants là, parce que ce que je vois, ce que fait Russell Westbrook, on peut parler de stat padding, de trucs comme ça, notamment pour les rebonds et les rebonds sur lancer franc raté. Bon, ça, je vais en parler après, si vous voulez. Moi aussi, j'ai une stat sur ça, si tu veux, toi. Ouais, donc... allez-y, les mecs, allez-y. En fait, parce que... Vas-y, toi. En fait, Russell Westbrook, il prend il a, sur ses rebonds, ses 10 rebonds de moyenne, on va pas dire sur les 10 rebonds de moyenne, sur la totalité de ses rebonds, il a pris 92 rebonds cette saison, sur des lancers francs, sur les 91 rebonds, il a pris 92 rebonds défensifs sur des lancers francs ratés. C'est-à-dire le lancer franc où t'as Steven Adams qui met son adversaire hors du terrain et puis Russell Westbrook sort du je sais pas où, il prend le rebond. Donc on va tester. À titre de comparaison, John Wall en a pris 5, Isaiah Thomas en a pris 3, Kyrie Irving en a pris 2. Mais alors que moi le stat que j'avais c'est que vas-y Tom. En fait, alors que quand Westbrook n'est pas sur le terrain, on voit très bien que les arrières ils restent hors de la raquette. Et puis il n'y a pas d'histoire de oui c'est pour aller plus vite là.
Ouais, vas-y Pierre, du coup, je pense que tu vas Moi, défendre j'avais ton pris poulain. j'avais pris plus la stat générale, c'est que Westbrook, il prend 80% de ses rebonds qui sont pas contestés. Mon Dieu, c'est Mais terrible. ce qu'on dit pas, mais ce qu'Harden, il en prend 79 de ses rebonds qui sont pas contestés, et LeBron, c'est 77. Donc, il y a rien de si scandaleux que ça, en fait. Et aussi, il y a une stat, c'est que Westbrook est deuxième parmi les arrières NBA au pourcentage de rebonds contestés gagnés. En gros, il démonte les mecs quand il y va. Et ça doit être l'un des premiers de sa taille à tourner à dire bonne moyenne aussi, d'ailleurs. Si je me trompe pas. Bah, c'est ça qui m'a fait relativiser, moi, par exemple, par rapport à Harden. Parce qu'en fait, moi, je prends l'excuse du triple-double de moyenne. Enfin, Harden est quand même il est quand même à 29, 8, 11, quoi. Enfin, c'est pas non plus, mais j'ai jamais dit ça, Tom. Mais d'ailleurs, même si, en plus, si tu additionnes les deux limites, tu arrives au même nombre, les rebonds et les passes des deux côtés. Mais c'est juste, et ça aurait été Harden de l'autre côté, ça aurait été pareil. Mais mon cerveau vient d'imprimer qu'il y a deux mecs qui vont tourner à des, mais c'est pas possible là ce qu'on voit en ce moment. C'est incroyable. J'en parlerai plus tard de ça, mais c'est incroyable l'époque dans laquelle on vit. Là, il y a un mec qui va tourner à 30, 10, 10, et un autre à 28, 8, 12, 11. C'est incroyable ça. 28, 8, 11. C'est juste. Ouais, c'est. Après, ouais, pour revenir à ça, le match de Beverley, moi, c'est tellement serré que ça se joue sur des détails. Et quand ça se joue sur ces détails, le fait que Pat Beverley claque presque un triple-double, bon, certes, c'était contre Phoenix, ça m'a fait rappeler plein de choses autour du système qui avantage peut-être Harden. Et Kawhi aussi. Et Kawhi aussi. Après Kawhi, je vais peut-être justifier Kawhi en deux. Je suis celui qui a défendu Kawhi tout au long de l'année. Je comprends que l'attaque prend le pas sur la défense, mais il a un trop bon bilan, il est trop dominant, je peux pas le mettre en dehors du top 2 pour moi. C'est Harden qui trinque, mais comme on l'a dit en préambule, il y a rien entre tous. Ça se joue à rien, et donc fallait bien décider. C'est terrible, hein, je sais, mais. Moi je me dis que on parle de système, mais James Harden cette saison, c'est le premier joueur dans le club des 25-25. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Plus de 25 points et qui génère 25 points sur des passes. Oui, mais ça c'est tronqué parce qu'il donne des ballons à des mecs qui shootent à 3 points. Bah, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Ça existe. Parce que Westbrook, il a la même si ces mecs shootent à 3 points. Ouais, mais il shoot à 2 points. Enfin, certes, il a peut-être la même. Ouais, mais la stat en elle-même, je crois pas qu'elle soit recevable, celle-là. Enfin. Ah, ça existe. Ça existe. Oui, mais il est avantagé parce que les gars génèrent à des mecs. Ben, c'est comme les points c'est comme l'histoire de points par possession. T'as des mecs qui sont avantagés parce qu'ils shootent plus à 3 points qu'à 2 points. C'est pareil. Je suis d'accord. Et ça justifie pas. Après, là, on entre dans des territoires où c'est tellement serré que rejeter un argument, c'est peut-être pas super intelligent de ma part, mais je trouve que ça, c'est pas déterminant pour moi. C'est pas autant déterminant bref, enfin, je sais pas même ce qui est déterminant à ce moment-là, vu que c'est tellement serré à ce point-là. Mais ce que j'ai trouvé déterminant, moi aussi, c'est. Ouais, vas-y, Tom. Non, parce qu'en fait, c'est pareil. Enfin, le pourcentage rien ne dit que les mecs vont rentrer les shoots. Est-ce que c'est pas plus facile de faire une passe à un mec quand tu fais un pick and roll à l'intérieur de la raquette pour qu'il fasse genre un petit hook ou un truc comme ça, ou donner le ballon à un mec à 3 points? Enfin. Oui, mais quand t'as des mecs à 3 points comme Anderson, Eric Gordon, Ariza et toute la borne. C'est bizarre qu'on en parle comme ça cette saison. Enfin, après, c'est bizarre de vous entendre en parler comme ça en fin de saison. Bah. Mais j'entends bien. Ils ont eu un coup de mou, mais ça reste. Si Westbrook, son objectif c'était de créer le plus de points possible, il aurait échangé tout de suite ses coéquipiers contre ceux de Harden. Hein. Tu vois le délire. Ouais, après, moi, je pense pas que si tu échanges les deux, que les deux équipes fonctionnent. Au contraire. Je pense pas que ça fonctionnerait pareil si. Je pense que Oklahoma marche pas. Oklahoma marchera pas en tout cas. Houston à voir, mais Oklahoma ça marchera pas avec Harden, c'est sûr. Mais Westbrook à Houston, en fait je vois pas ce que Harden fait que Westbrook ne peut pas faire. Alors que je vois ce que Westbrook fait et que Harden ne peut pas faire par contre. Harden ne peut pas jouer avec autant d'intensité tout le temps que Westbrook, tu vois, et alors que s'il veut, Westbrook peut faire autant de passes qu'Harden. Hein. La vision de jeu n'est pas la même, les gars. Hein. Ah ben. Moi, je pense je suis contre vous deux. Je pense que c'est interchangeable. On atteint des tels niveaux de domination qu'ils peuvent fonctionner dans les deux systèmes, je pense. Pas avec le même niveau de réussite, mais ça fonctionne bien dans les deux cas.
Pas Parce que, parce que Westbrook fait. Ils font. Ouais, tu l'as dit, Pierre, mais par contre, moi, j'irais même plus loin. Qu'est-ce que fait Harden que. Non. Je sais plus dans quel sens faut le sortir, mais en gros, Harden peut faire les choses que fait Westbrook. C'est juste qu'il est moins athlétique, il est plus, on va dire un peu plus mou. Si tu veux, son jeu n'est pas transcendant, mais tout ce qui gêne, c'est que son jeu n'est pas transcendant. Sur l'effet visuel n'est pas le même, mais sur le terrain. Je pense justement que tu as besoin de ça au Thunder, tu as besoin de ça pour relancer, pour accélérer, etc. J'ai vu une comparaison. Je pense on peut clore là-dessus. J'ai vu la meilleure comparaison, enfin la même comparaison du monde sur Twitter. C'est Westbrook c'est un boulet de démolition, tu vois, et Harden c'est un scalpel. Ça veut tout dire. Je pense que c'est ça. Westbrook il va te démonter ça va être impressionnant et tout. Harden il va te cisailler méthodiquement et je pense qu'il y a un peu de ça dans les deux joueurs. Pour finir juste sur le cinquième, parce qu'on va pas passer peut-être des heures sur l'MVP, à part si vous avez quelque chose à rajouter. Non, on était tous d'accord et vous avez tous défendu mon pick depuis le début de l'année. Donc, après, moi, juste pour conclure, je me dis juste, dans 25 ans, parce que l'MVP, je pense pas que c'est un truc qu'il faut penser ça pour l'avenir. Dans 25 ans, un mec qui s'intéresse vaguement au sport, si il doit retenir un mec de cette saison, ça doit être Russell Westbrook. J'adore Kawhi, Harden a été très bon. Et je déteste pas Harden aussi, parce que c'est bizarre la façon dont j'ai construit ma phrase. Mais il doit retenir Russell Westbrook de cette saison régulière, tout simplement. Mais on se rend pas compte de ce qu'il fait, en fait. Westbrook, il fait pas de triple-double pendant 3 matchs. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Alors qu'il a mis 38-8 les 3 matchs. Mais c'est ça le truc. Le mec, c'est que le mec tape des triples-doubles à 30 points. Enfin, des triples-doubles à 30 points de moyenne, quoi. Des trucs qui arrivaient peut-être une fois par saison avant, quoi. Et c'est même pas dire qu'il met 30 points, il met du 45, il va te mettre 45, 12, mais même Harden, le 55, 16, 17, enfin, le truc à New York, là, ça n'existe pas. C'est des trucs qui n'existent pas. Mais c'est incroyable, ouais. Mais j'ai vu, pour conclure, c'est Royce Young, c'est le mec qui suit le Thunder pour ESPN. Il a fait un article sur Westbrook et ses stats. Et actuellement, Westbrook, sur sa carrière, il finit 11% de ses matchs en triple-double. 11%. C'est n'importe quoi. Peut-être, oui, c'est ce que j'allais dire. On va peut-être pas parler de LeBron. Enfin, on l'a tous mis 4e. Ok, il est très bon et tout, mais je pense qu'on peut résumer ça facilement. Pas un assez bon bilan. Et c'est un LeBron version saison régulière, donc il est pas à fond. Et du coup, il y a eu des joueurs tout simplement meilleurs que lui. Ouais. Les Cavs moi, je suis un peu déçu des Cavs, donc. Ouais, Tom. LeBron fait une excellente saison, statistiquement parlant. C'est juste que. Voilà, son équipe n'est pas dominante en saison régulière comme attendu. Et moi, même niveau over-under, tu vois, je peux pas le mettre. Et enfin, le 5e, juste un peu discuter de ce 5e parce que aucun de nous n'a le même. C'est peut-être là où c'est intéressant parce que les 4 grands sont très vite détachés. Peut-être défendre rapidement chacun votre candidat et ensuite on va enchaîner sur une question encore plus dure, c'est celle du défenseur de l'année. À toi l'honneur, Pierre. Moi j'ai beaucoup hésité, je t'avoue que j'avais les 4 et le 5e, c'était compliqué. Et j'ai pris Wall parce que Washington fait une grosse saison, ils ont bien progressé. Donc c'est aussi pour récompenser sa saison où Wall est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Et puis, un peu comme Kawhi, il défend peut-être un peu plus que certains autres. Et voilà, c'est kiff avec Isaiah, avec Curry, franchement, j'ai fait au dernier moment le 5e parce que je savais pas quoi. C'est la version mentalo de LeBron en saison régulière, Wall. C'est-à-dire, il défend quand il veut, mais c'est moins flagrant que LeBron. Ouais. C'est un peu quand il veut, quand il choisit un peu ses matchs et tout. C'est un peu vrai. Après, je pense que c'est tous les joueurs de ce niveau-là choisissent un peu leur match. Faut pas. Quand tu vois que tu arrives à dominer assez facilement ou que tu as un bon bilan, etc., tu peux assez facilement choisir tes matchs où tu fais l'effort, quoi. Ouais. Tom, rapidement, pour Isaiah, qui revient souvent à cette 5e place. En fait, j'ai beaucoup hésité avec Kevin Durant. Mais bon, après la blessure, Kevin Durant, franchement, s'il avait pas été blessé, je pense qu'il serait peut-être même devant LeBron. Ou peut-être que la discussion aurait été encore plus serrée avec même les 4 devant. Mais il y a eu un moment de la saison, c'était vraiment KD était top 3 facile. C'était Monsieur Propre. Monsieur Propre. C'était Monsieur Propre. Dommage qu'il y a pas. S'il jouait 82 matchs contre OKC, il aurait eu le MVP. Alors là.
On a démonté Aucune pitié pour OKC, Pierre. oh là là. Enfin, bref. Non, mais franchement, moi C'est vrai. j'ai Isaiah Thomas en fait en 5, même devant Stephen Curry, comme tu l'as mentionné, et Kevin Durant, parce qu'en fait, sans Isaiah Thomas, Boston est une équipe moyenne. C'est vrai. Mais vraiment, hein, je pense qu'on s'en rend pas compte. Je pense qu'on s'en rend pas compte de la saison. Enfin, on se rend pas compte de tout ce que Isaiah Thomas apporte à Boston. C'est-à-dire que Isaiah Thomas, avant son arrivée, Boston était une équipe qui pensait plutôt reconstruire par la draft. Et le gars est tellement fort que, tu vois, on se pose même la question de est-ce qu'ils peuvent titiller les Cavs et tout ça. Alors que non, si Isaiah Thomas avait un niveau, entre guillemets, normal, je pense qu'on penserait plus autour de draft des Nets à faire arriver une superstar et tout ça. Mais Isaiah Thomas est tellement fort que, tu vois, on se pose même la question, est-ce qu'il faut pas... passer à l'étape supérieure et se servir de Thomas. Je trouve que la saison d'Isaiah Thomas est vraiment excellente, même si il joue que d'un côté du terrain et que bon, c'est pas de sa faute par rapport à sa taille et tout, et qu'il risque d'être gêné parce que en playoff tu peux pas vraiment te cacher. On a vu même contre les Cavs qu'il a été ciblé sur 6 pick and roll de suite et ils ont pris très très cher. Et non, ils ont pris vraiment très très cher. Et du coup, tu peux pas, enfin, tu es obligé, moi je me suis senti obligé de le récompenser pour cette saison-là parce que c'est juste incroyable ce qu'il fait. C'est vraiment incroyable. Et moi, du coup, Stephen Curry, juste, les Warriors vont encore taper une saison historique, ils vont encore être dans le top 10 des plus grosses saisons de l'histoire, donc il faut bien mettre un Warrior quelque part. Depuis le début de leur série de victoires, Curry, c'est 27 points, plus de 8 passes, 47% à 3 points, alors qu'il en prend 10 par match. Et on a l'impression de le revoir version MVP, ça fait très peur. Et du coup, on a tendance à dire que Westbrook, ou lapsus, que Curry fait une saison moins bonne que d'habitude. Donc j'ai cherché, il a 25 points, plus de 6 passes et plus de 40% au tir. Alors j'ai cherché les mecs dans l'histoire qui ont fait des saisons à plus de 25 points, plus de 6 passes et plus de 40% au tir à 3 points. Surprise, il y a que 7 saisons. Il y a que 7 saisons qui rentrent dans les critères. Il y en a une de LeBron en 2012-2013 avec le Heat. Il y en a 4 de Larry Bird. Il y a celle de l'année dernière de Stephen Curry et celle de cette année. Donc juste pour vous, dans quelle stratosphère on se situe, le mec a une mauvaise saison, il se retrouve juste avec Bird et James. Le problème qu'il a en fait, lui, Curry, c'est que on voit le Curry de l'année dernière, alors que le Curry de l'année dernière, il était irréel en fait. Ça n'existe pas ce qu'il a fait. Enfin, le Curry de l'année dernière, le gars avait un peu air au niveau de Chamberlain, quoi. Enfin, c'est pas, voilà, quoi. C'est juste que c'est un peu ce qui se passe, entre guillemets, avec l'effectif du Thunder ou celui de cette saison. On le compare avec celui qu'il y avait l'an dernier pour dire que les mecs sont mauvais. Sauf que cette saison, t'as un effectif qui est correct plus et que l'an dernier, t'avais un effectif pour gagner le titre. Je vais pas, on va enchaîner, je vais pas m'aventurer sur ça, mais je suis pas forcément 100% d'accord avec cette analyse parce que quand un mec joue sur un tel niveau de jeu pendant une saison, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais je suis en droit quand c'est un MVP de me dire que c'est pas irréel et que s'il l'a fait pendant une saison, c'est qu'il en est capable. Oui, mais c'est juste il y a eu Kevin Durant entre temps. Mais... Oui, mais il est capable s'il l'a fait pendant une saison, ça veut dire qu'il est capable de jouer à ce niveau-là, je pense. Il a fait, là, quand Kevin Durant t'étais pas là. Il a fait quand Kevin Durant t'étais pas là. Au début, il était, pas au début, hein. Au début, oui, au début, il est en difficulté. Ils sont en difficulté. Et moi, c'est pour ça que je l'ai pas en 5 et que je l'ai peut-être un peu moins au bout. Et c'est juste pour ça. Mais sur la fin de saison, il est top. Il est haut, très haut. Mais de là à dire que c'est irréel, tu vois, c'est juste ça qui me gêne et je le lis souvent. Non, le mec a fait une saison, je suis en droit d'attendre qu'il refasse la même chose. Mais on est en train d'exploser le timing. On va enchaîner par le titre de défenseur de l'année. Là, on va donner notre top 3 en allant de 3 à 1. Là, c'est limite encore pire, hein, mais à toi, Pierre, je te laisse commencer. Alors en 3, j'ai Kawhi Leonard. En 2, Draymond Green. Et en 1, Rudy Gobert. Je pense qu'on va tous avoir les mêmes 3, pas dans le même ordre, mais toujours les mêmes 3. À toi, Tom. En 3, j'ai Kawhi. En 2, j'ai Draymond. Et en 1, j'ai Rudy. En 3, Kawhi. En 2, Gobert. Et en 1, Green. Un peu de différence quand même. C'est pourri ce consensus. Mais c'est trop d'accord là. Ouais, c'était n'importe quoi. Je vais essayer de défendre, vu qu'on est à 2 contre 1, je vais essayer de défendre mon ami Draymond. Alors déjà, je pense que il est. Alors là encore, on précise, ça joue. C'est limite encore pire, ça joue à rien. Donc les arguments que je vais donner en faveur de Green, ils sont pas anti-Gobert.
Ils sont juste, il faut bien trouver une différence. Les trucs de co-défenseur de l'année, pour moi, ça c'est une arnaque. Alors j'ai choisi Draymond parce que plus polyvalent. Je pense que alors Gobert défend super bien au périmètre, mais pas autant que Draymond. Draymond c'est incroyable. Ensuite, la défense du Jazz a un peu perdu de son éclat en fin de saison. Depuis le All-Star Break, ils sont même pas top 5. Alors je sais, il y a Joe Johnson en 4. Il y a Joe Johnson en 4, oui, mais Tom, faut trouver des différences, donc faut bien les trouver quelque part. Ensuite, la défense de Golden State s'est transformée en mur. Et alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ça, mais je suis désolé, quand une équipe tape un tel bilan, faut leur donner un trophée quelque part, et il faut leur donner en l'occurrence là, ils n'auront pas le MVP. Je pense pas qu'ils aient peut-être 6e homme de l'année, peut-être. Et encore, les mecs le donnent toujours à Jamal. Ouais. Mais vu que c'est qu'il l'est, Iguodala, je suis vraiment pas sûr. Non, parce que le 6e homme, on donne toujours au mec qui score plein de points. Oui, je vois bien Houston, donc faut bien le donner à Draymond. Je pense qu'il faut le donner à Draymond, tout simplement. Après, je réduis pas ce qu'a fait Gobert, mais je mets quand même Draymond en 1. Maintenant, à vous de me dire pourquoi j'ai tort. Je peux rajouter un argument si tu veux pour Draymond Green. Oui. C'est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue. Ce qui est souvent récompensé. Ouais. C'est parce que ça sert aussi Kawhi, ce genre d'argument. Oh, c'est Golden State la meilleure défense de la ligue. Oui, mais ça sert aussi Kawhi. Si tu cherches le meilleur défenseur dans une meilleure défense, ça sert Kawhi. Ouais, aussi, mais il est trop loin par rapport aux deux autres, en fait. Ouais. Si tu veux, moi, le truc, c'est que, j'ai du mal c'est dur de comparer la défense de Gobert et la défense de Green, parce que, en fait, si tu veux, c'est comme si Draymond, c'est un mix entre Kawhi et Gobert. C'est-à-dire que il a la versatilité de Kawhi, la polyvalence pour pouvoir être le chaînon principal de tout le rouage du système défensif de Golden State, plus la protection du cercle qu'apporte Rudy Gobert. Ils ont pratiquement les mêmes chiffres. Moi, tu vois, je me dis Rudy Gobert, non seulement, c'est vrai qu'il y a un petit côté, chauvin là-dessus, parce que c'est vraiment rien qui sépare les deux. Mais quand tu prends les metrics, quoi, les stats avancées défensives, Gobert est presque numéro 1 partout, quoi. Defensive win plus minus, il est premier. Defensive rating, il est premier, alors qu'il joue dans des line-up avec Boris Dio en 4. Il joue dans des line-up avec, il joue dans des line-up avec Joe Johnson en 4. Quand tu vois comment l'effectif de Utah a été meurtri par les blessures, et la seule constante, c'est que quand Rudy Gobert est sur le terrain, ils encaissent moins de 100 points sur 100 possessions. C'est-à-dire qu'il a un defensive rating de 99.8. Et quand il n'est pas sur le terrain, ils sont à 107.3. Ils ont personne derrière lui aussi. C'est la même problématique. C'est la même problématique que Westbrook avec ses matchs Houston. Moi, ce que j'ai du mal avec ça, c'est que, alors, certes, lui, quand il a beaucoup de mouvements à côté de lui, et quand il y a du mouvement, c'est Joe Johnson qui arrive. Mais Draymond, il a eu beaucoup de mouvements à côté de lui aussi cette année. Alors, certes, c'est des bons défenseurs qui arrivent, mais il doit s'adapter aussi. C'est le même problème. Mais il a eu Kate qui tombe, Barnes qui arrive, ensuite il avait plus Bogut, il doit s'adapter à Zaza ou à McGee des fois. C'est difficile aussi pour lui. Alors certes, c'est des bons défenseurs, mais c'est là où on peut lui donner du crédit, en fait, encore plus de crédit, Draymond Green. C'est que les années précédentes, on disait souvent, voilà, il y a Easley, il y a Bogut, mais cette année, il est seul. Il est seul. Et c'est quand même la meilleure défense de la ligue. Ouais, c'est incroyable ça. Pierre, ce que tu as rajouté du coup sur ce débat. Moi, j'ai pris Gobert parce que je trouve qu'il a une type supplémentaire, Green. En fait, quand tu vois Gobert dans la raquette, je pense que quand tu es attaquant, tu te poses vraiment la question de si tu vas attaquer le cercle. Mais vraiment. Parce que ça se voit notamment sur des pick and roll où Gobert sort pas vraiment sur le porteur de balle après le pick, mais le joueur ralentit ou s'écarte du cercle parce qu'il a peur de Gobert et du coup ça permet à l'autre joueur de le rattraper. Et du coup, il défend presque deux joueurs en même temps sur ce pick and roll là. Et pour rebondir sur ça, Pierre, c'est juste par rapport à son aura, quoi. Ouais. Mais non, vas-y, Tom. Pour rebondir sur ça, Pierre, c'est aussi la raison pour laquelle ils se font défoncer par les gars qui peuvent shooter après dribble derrière l'écran. Exactement. On a vu Damian Lillard qui a pris feu, Kemba Walker avait déjà pris feu, Stephen Curry, parce qu'en fait, ils défendent un peu en fer à cheval Utah avec Gobert. Le fait que Gobert soit une présence et une aura aussi forte dans la raquette
ils se permettent d'être très agressifs sur l'extérieur. Et du coup, même s'ils se font passer, ils savent que inconsciemment, le fait que Gobert soit dans la raquette, ça va peut-être changer les choses. Et l'attaquant va réfléchir à deux fois avant de monter ou de tenter un tir contre Rudy Gobert, quoi. Sachant que même Ouais, mais le problème de. Ouais. ouais, sachant que même quand il se fait dunker dessus, tu vois, il y va quand même. Il recule jamais, donc du coup, ça met quand même le doute. Mais ils ont quand même là où le problème que Golden State n'a pas, parce que Golden State est la meilleure défense sur le tir à 3 points, c'est que eux, dès que t'as un meneur qui peut shooter de très loin après un pick and roll, bah Utah croule, Utah tombe sous l'eau, quoi, parce que tu peux pas. Mais le problème là-dedans, c'est que si tu veux, pour moi, Gobert va rester plus à plat et protéger plus la raquette. Et donc, du coup, le Jazz switch beaucoup moins que peut le faire Golden State sur les pics. Et donc, du coup, c'est un choix défensif. Tu te fais sanctionner à 3 points, mais tu gardes ta raquette bien protégée par Gobert. Et tu peux pas dire que ça marche pas. Bien sûr, ils prennent des en feu, ils se font allumer par des shooters en feu, etc. Mais sur la défense, tu peux pas remettre en cause ce choix-là. Mais c'est un choix aussi du coach, je pense. Et c'est ce qui met en valeur Gobert. Mais dans ce rôle-là, les stats de protection de raquette, les joueurs, ils tentent genre 2 tirs quand Gobert est dans la raquette, et s'ils sont à 20%, même pas, les stats, elles sont hallucinantes là-dessus. Et c'est juste pour ce aura-là que Gobert, je lui donnerais. Après, bien sûr, on est français aussi, donc il faut peut-être qu'un jour qu'on ait des trophées. Vous êtes surtout vous vivez, moi je vis en 2017 à l'ère du basket polyvalent et Draymond Green switch. Mais tu peux pas demander à Rudy Gobert de switcher sur un meneur. Est-ce que j'ai comparé, Tom? J'ai juste dit que il rentre plus dans la philosophie d'un basket moderne. C'est juste ça. Ça a switch partout. Non mais les Warriors vont taper encore une saison dans le top 10 de l'histoire, ils doivent avoir un trophée quelque part aussi. Pour moi, c'est juste ça le problème. Et pas un trophée de seconde zone comme 6e homme ou je sais pas quel truc inutile dont tout le monde se contrefout, faut être honnête. Ils ont besoin d'un vrai trophée. Après, tu peux pas ne pas lui donner. Ça fait 3 ans, quoi. Ça va faire 3 ans s'il a pas. Après, ça doit pas être un argument, mais je pense que ça va quand même jouer. Parce que, la première année où Kawhi est là, Draymond, il est vraiment pas loin, mais vraiment pas. Je pense même qu'il le méritait la première année où Kawhi est là. L'an dernier aussi, c'était pas loin, là aussi c'était pas loin, c'était vraiment pas loin. Et là, s'il a pas, je pense que ça va faire beaucoup. Sachant que ça a une implication pour les contrats, messieurs. Je pense juste que non, faut lui donner, faut juste, je démolis pas ce que fait Gobert, mais donnez-lui. Et Gobert, juste il est historique cette saison, Gobert. C'est 1000 points, 1000 rebonds, 200 comptes, c'est 12e dans l'histoire à faire. Ça marque aussi, tu vois. Ouais, mais Draymond Green, c'est le leader, de la meilleure défense de la NBA sur les. Ça dépend comment tu vois les choses, quoi. C'est au feeling, je pense. Et je tiens juste à dire que Kawhi Leonard, a.k.a. pas une superstar selon certains, est juste top 3 MVP défenseur de l'année dans tous nos classements. Voilà, ça va fermer quelques bouches. Et que l'année dernière, il était 2e MVP et défenseur de l'année. Aussi, une telle constance. Non, mais c'est le système, tout simplement. Non, mais non. Bref. Le système. Alors, je reprends juste des propos que j'ai pu entendre il y a quelques temps dans nos discussions entre nous. Bon, on va finir sur les All-NBA Team, maintenant que j'en ai assassiné 2-3. All-NBA Team, alors là, c'est maintenant ça. Déjà, là, c'était joyeux, là, ça va carrément être la guerre. Alors, la première, je pense qu'on est tous d'accord. On va vite fait la balayer. Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard et Anthony Davis. On est d'accord? Exact. Moi, j'ai la même. Oui, on est tous d'accord. Et pour ceux qui vont être surpris de voir Anthony Davis, il a joué plus de 60% au poste de pivot d'après Basketball Référence, donc il rentre parfaitement dans le cas, il peut parfaitement prendre le rôle de pivot, puis il est juste exceptionnel en dehors de ça, donc je pense que... D'ailleurs, il aurait pu limite se glisser pour le trophée de défenseur de l'année à une 3e place. Hein. Limite. Ouais. La défense des Pélicans est top 8 NBA. Elle est top 8 NBA, je sais, mais non. J'ai dit limite se glisser, hein. Je l'ai pas, mais... Ils sont trop hauts, en fait. C'est que les autres sont trop hauts. Et puis pour une fois qu'ils ratent pas 15 matchs l'année, c'est pas mal. Alors ensuite là, le début de la guerre, messieurs, je pense qu'on va chacun donner
encore une fois son équipe. On va en discuter. Honneur à toi toujours, Pierre. Alors, voilà, bon, sur les arrières, j'ai John Wall et Isaiah Thomas. Ensuite, j'ai Giannis et KD. Et en pivot, j'ai Karl Anthony Towns. What? Toi, Tom. Ouais. Moi, j'ai. On précise une nouvelle fois que c'est très serré. Ouais, alors moi, Vas-y, j'ai alors Stephen Curry et Isaiah Thomas, Kevin Durant et Draymond Green. J'ai 3 Warriors et un pivot, j'ai Rudy Gobert. On se retrouve. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve tous, mais on n'a pas les mêmes joueurs, mais on peut faire nos 5. Le quota, enfin les joueurs, on les retrouve tous. Moi, j'ai Stephen Curry, John Wall, Kevin Durant, Giannis et Rudy Gobert. Tom, faut nous expliquer. Il y a beaucoup de Warriors là. C'est le premier truc qui m'a choqué parmi tous les 5. Que des Warriors. Bah, je peux pas les mettre dans la first team. Je les ai mis dans la seconde. D'accord. Bah, Draymond Green mériterait la première. Enfin, c'est juste que les autres sont plus hauts, quoi. Curry fait une saison. Enfin, Durant. Mais même Kevin Durant en second team, moi, ça me fait bizarre de le mettre. Hein, franchement, c'est Kevin Durant. Ouais, mais là, il y a pas moyen. Là, t'es obligé. Il y a trop de Gugus, il y a trop. Voilà. Gobert en 2, par contre, on est d'accord. Ça prouve bien que je ne démonte pas ce que fait Rudy Gobert, parce qu'on l'a tous les deux dans la deuxième équipe, toi et moi, Tom. Ouais, Gobert, il est juste exceptionnel, Rudy Gobert. Hein. Franchement, je sais pas si on peut. C'est le 5e au will plus minus. On va dire ça tout simplement. C'est le 5e de toute la NBA au will plus minus. Il est devant Draymond Green, juste derrière Jimmy Butler, dont on parlera tout à l'heure. Moi, si je devais justifier l'absence de Haïti, parce que je sais que ça va faire parler, alors comment le dire de façon policée, je sais pas faire. J'ai l'impression qu'Haïti, il y a le syndrome de Napoléon. Il y a le syndrome de Napoléon qui commence à se mettre en place. Et on commence à l'admirer juste parce qu'il est petit. C'est génial. Hein. Je comprends la frustration de nombre d'entre nous de se dire non mais c'est un monde de géants à cause de ma taille. Autrement j'aurais été Michael Jordan avec 10 cm de plus. Ne mentez pas. Ouais, c'est ça. Ne mentez pas, vous avez tous déjà pensé à ça. Mais du coup, je veux pas que... Et je diminue pas sa saison, mais John Wall, j'ai été beaucoup plus impressionné par John Wall, en fait, que par Haïti. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est le cas, en fait. C'est à mort subjectif, les All-Team, les All-NBA Team, mais je préfère un John Wall à Haïti. C'est pas préféré dans le sens de la saison. Je m'en fiche complètement qui je préfère en tant que joueur. En tant que saison, je préfère mettre un John Wall à Isaiah. Et Giannis, j'en discute même pas. Le mec premier de son équipe, point, rebond, passe, contre, interception. C'est n'importe quoi. Il tape des dunks, il part du milieu du terrain. Laissez tomber. Incroyable. Plus. Gros mea culpa encore une fois sur Giannis. On va en reparler, hein, mais. C'est Giannis. Saint Giannis, maintenant c'est apôtre Giannis. Voilà, c'est Giannis. Dieu Giannis. Dieu Giannis. Et peut-être, alors là déjà c'était pas mal. Alors là, je pense qu'on va finir par le pire. Tu veux pas que je défende mon choix de Towns en 2 oui, c'est vrai, pourquoi pas. Effectivement. Il a fait bien. Alors déjà parce que j'ai mis Gobert dans la 3e, moi, comme vous allez voir après. Parce que je suis un hater des Warriors, donc je vais pas mettre Green et le mec, la crédibilité de l'émission. Non, mais c'est surtout parce que Towns, depuis le post-All-Star Game, c'est assez monstrueux, qu'on en avait déjà parlé, je crois, je sais plus qui c'est qui l'avait cité une fois en top. Moi. Après le All-Star, c'était toi, Tom, tu vois. Après le All-Star Game, c'est 27,8 points et 12,7 rebonds, 61% au true shooting pourcentage. Je veux bien que Minnesota gagne pas de match, mais le gars est monstrueux, quoi. Donc c'est juste pour ça, et pour moi, il est beaucoup plus haut. Il est dans une équipe qui était en plus en difficulté, mais voilà, lui est vraiment bon. Donc je le mets peut-être un peu haut, mais après c'est question aussi d'affectif peut-être, mais voilà. Depuis l'arrivée de la ligne à 3 points en NBA, il y a que 4 sophomores qui ont fait plus de 20-12 sur une saison. Charles Barkley, David Robinson, Shaquille O'Neal, Karl Anthony Towns. Ça place un peu le gars, quoi. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est limite déjà le meilleur pivot de la ligue, hein, les gars. C'est le meilleur pivot de la ligue. Enfin, franchement, il est inarrêtable. Mais vraiment, hein. Je sais pas comment. C'est un gros problème, ce gars-là. Hein. Ce qu'on peut nous rétorquer, c'est qu'on a mis Davis 5. Donc, du coup, si on le considère comme un 5, non, Towns n'est pas le meilleur pivot de la ligue. Mais c'est pas un 5 en l'occurrence. On le met juste en 5 pour
on contourne les règles, en fait. On se fout de la gueule de Il la va peut-être NBA. l'être un peu moins avec Cousins maintenant aussi. Ouais, Aussi. là c'est la dernière année, mais là après là ça va être bouché chez bouché, hein, chez les forwards là, ça va être bouché, mais vraiment. Et ensuite, je voulais faire une blague sur Boucher, mais je me rappelle plus du nom du prospect qui a le nom Boucher, donc ça m'énerve. Caris Boucher, Caris Boucher, merci beaucoup. Boucher, le Canadien. Non, oui, je crois qu'il est Canadien, oui, avec ses Ouais, grands bras. Boucher, ce serait pas étonnant. Avec ses longs bras. Je sais pas s'il va se présenter à la draft. J'espère que oui. Je pense il peut tomber dans le second tour. Il a vraiment monté Oregon. Il serait top 3 de mes prénoms préférés, parce que Monk a toujours la première place. Ensuite, on va finir par la troisième. Pierre, toujours à toi. Je pense que là c'est la guerre. Là, c'est la guerre. J'ai Curry, Lillard, DeRozan, Paul George et Rudy Gobert. Tu ne peux pas. Quoi? Tu ne peux pas. On n'a pas la même du tout. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que je peux pas? DeRozan, il est guard, il est pas forward. Ah! Et Butler, il est quoi? Il est guard ou forward? Il est forward. Alors. J'ai pas du tout. DeRozan. À toi, Tom. Alors moi, franchement, gros crève-cœur en tant que grand fan de Chris Paul. J'ai John Wall, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo et Marc Gasol. Mais Marc Gasol, j'ai beaucoup hésité à le mettre. J'ai Haïti, forcément. Non, je ne le déteste pas non plus. Là, c'est no-brainer. Je suis obligé de le mettre. Je mets quand même Chris Paul. Je suis désolé. Je mets quand même Chris Paul. Ah, ne t'excuse pas. Hein. Jimmy Butler, Draymond Green et Towns aussi, pour les mêmes raisons que Pierre. Sauf que Gobert était au-dessus. Mais du coup, Lillard... Non, en fait, Lillard, ça me choque parce que j'avais une super stat après et du coup, j'allais la sortir comme très content et Pierre, tu me détruis un peu ma stat. Mais du coup, essaye de justifier le cas Lillard quand même. Oh juste le match d'hier déjà, je pense que juste ça suffit déjà. Concrètement, non. Je sais pas. Non, parce que malgré au début le marais qu'il y avait à Portland, il a tenu à peu près la mieux. On commence d'en reparler en bien et pour moi en fait il est aussi bon que l'année dernière et il mérite cette place-là parce qu'il porte Portland encore en playoff alors qu'il est peut-être moins aidé que l'année dernière on va dire parce je suis pas d'accord les là-dessus. role players sont un peu... Sans Nurkic. Ah non, mais CJ, mec. Ah oui, mais à part CJ, les autres ils sont moins bons pour moi. La plupart. Tous, ils sont tous moins bons. Voilà, c'est dans ce sens-là. McCollum, je l'ai défendu dans le dernier pod et il est vraiment bon, mais à part les deux, cette année, c'est beaucoup moins bon que l'année dernière, surtout depuis que Nurkic est blessé. Ouais, d'ailleurs, je pense que ça a un peu joué sur la façon dont on voit Lillard, en fait. C'est-à-dire que là, il se détachait moins sportivement en tant que vraiment meilleur joueur de l'équipe de loin, parce que CJ McCollum a réalisé une saison vraiment exceptionnelle, quoi. Je pense que le fait que le gap se soit un petit peu resserré entre les deux, du coup, ça a peut-être joué en sa défaveur au début. Moi, ce qu'il faut m'expliquer, c'est DeMar DeRozan aussi. Je l'ai plus du coup. Enfin, moi, oui, mais moi je l'avais mis aussi parce que en Toronto est haut et DeRozan en début de saison, c'était des dieux DeMar qui loupaient pas un tir. Enfin, c'était exceptionnel. Jusqu'à maintenant. Moi, en fait. Après, c'est une question de philosophie, mais All NBA Team, je vais reprendre ce qu'a dit Danny Leroux ou Danny Leroux. Danny Leroux. dans le podcast de Nate Duncan, potentiellement le meilleur podcast NBA anglais. Il a expliqué qu'en fait, il voulait que les All NBA Team soient une photographie de la saison. Et du coup, je pense que c'est très juste qu'il a dit, moi, je veux les 15 meilleurs, j'en ai rien à faire des bilans des mecs. Je veux que dans 10 ans, on regarde les All NBA Team et qu'on se dise, ok, ça c'était les 15 mecs, les meilleurs bien sûr à 2-3 exceptions de près parce qu'il y a les histoires de poste et tout. Et DeMar DeRozan était très bon, mais je peux pas justifier sa place en donnant une grande importance au classement des Raptors. Et je trouve qu'il a juste été Butler. Alors Butler, je l'ai critiqué, je le critique pratiquement à chaque épisode et je me suis fait remarquer pour ça. Mais il est trop impressionnant. Il est beaucoup trop impressionnant. Et lui, il a pas... Toronto a eu des problèmes en playoff, etc. Mais c'est quand même une équipe bien structurée. Alors que les Bulls, c'est un espèce de cirque incommensurable. Donc c'est le seul mec crédible dans cette équipe des Bulls, Butler. Donc j'étais obligé de le remercier. Ce qui aide DeMar, c'est Kyle Lowry aussi absent. Ouais, c'est ça. C'est ça qui a fait que moi, ça a changé le truc, la donne. Parce qu'en fait, Kyle Lowry était absent et l'équipe a quand même tenu, alors que Kyle Lowry, pour cette équipe-là, c'est pas rien, quoi.
C'est pas anodin, ouais. C'est pas anodin, et il a continué à faire ses trucs. Alors oui, ça plaît pas, enfin, son jeu est difficilement appréciable, il est pas dans l'ère moderne, mais il fait son truc, tu vois, et il est très bon dans ce qu'il fait. Et là, ce qui va faire la différence, on verra en playoff s'il arrive à transposer ça. Alors moi, c'est même pas une attaque par rapport à son jeu, je l'ai déjà dit clairement publiquement, j'aime pas son jeu, mais je peux pas mettre Jimmy Butler. Et du coup, si je reviens à mon idée de photographie de la saison, quand je regarde mes 3-5, mes 15 joueurs, je trouve que ça me fait une bonne photographie parce que j'ai 3 Warriors dans les All-NBA Team, mais hors de la première, ce qui prouve bien que les Warriors ont dominé, mais qu'il n'y a pas eu un mec au-dessus de la mêlée. Il y a Kawhi, seul représentant des Spurs. Je montre que c'est la pièce maîtresse. Et surtout, l'arrivée d'une nouvelle génération, les Giannis, Towns, Gobert. Ces mecs-là on peut même parler, je sais même pas si on peut parler de Wall comme un représentant de la nouvelle génération si on veut, mais c'est pas trop le cas. Donc je trouve que j'ai trouvé cette idée de photographie de la saison très intéressante. C'est pour ça que je la reprends. Mais après, Draymond Green, vous le mettez exclusivement pour l'apport au défensif qu'il a. Non, parce qu'il est important aussi en attaque. Ouais, mais en attaque, il est sur ses pires saisons depuis 2-3 ans, quoi. Depuis 2 ans, c'est sa pire saison. L'attaque, c'est pas que les points. Oui, mais regarde tous les autres choses. Il a ses moins bons pourcentages, il fait moins de passes décisives, il met moins de points. Enfin, je veux bien qu'il est important. Mais si c'est ça aussi, il y a tellement de gros attaques en NBA, ça discrédite Gobert aussi, parce que Gobert est peut-être exceptionnel, mais si tu commences à regarder aussi de l'attaque, il est pas dans les 3. Si tu donnes une immense importance à l'attaque, il est pas dans les 3. Ouais, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr pour Gobert, hein. Franchement, Gobert, je suis pas sûr, hein. Le mec, il met 12 points par match. Il met 12 points par match, mais il a un offensive rating de 107.3 quand il est sur le terrain. Utah a un offensive rating de 107.3. Lui seul. Ça fait moyen, c'est juste moyen en NBA, ça, actuellement. 107.3? Et c'est moyen, regarde ce que peuvent taper les meilleurs scoreurs, c'est pas exceptionnel. Pour un gars comme Gobert, je suis désolé, 107.3. Ouais, mais t'as vu, justement, pour un gars comme Gobert, moi, là, on parle les 15 meilleurs joueurs de la saison, c'est un autre niveau d'exigence. Oh, je suis pas d'accord. Moi, je pense que dans les pivots, offensivement, il fait ce qu'il a à faire, Gobert. Hein. Enfin... Oui, mais là, on parle des 15 meilleurs joueurs de la ligue et des 3 meilleurs pivots de la ligue. Donc, tu vois, c'est dans l'idée si on parle du principe que Draymond n'a peut-être pas fait assez en attaque, je suis désolé, mais Gobert, il est discrédité automatiquement. Et je sais pas quelque chose que je pense, mais dans c'est pour ça que je vous demandais comment vous le jugez. Moi, Gobert, je pense que son impact global, en fait. Quand tu penses il est trop dominant. Voilà. Ok. Surtout en défense, c'est un 99, en attaque, c'est un 78. Ça fait un joueur à 88, c'est un truc comme ça, 85, 88. C'est trop. Ça va en All-NBA. Oui, je parle en Touquet. Pour moi, c'est un langage très clair. Je pense qu'on a rien à rajouter. Peut-être une ou deux mentions avant des grosses mentions. Des grosses mentions. Des mecs qui sont juste All-Star et on va peut-être finir là-dessus. Tom, je sais que tu as eu pas mal d'hésitations du coup. J'ai eu pas mal d'hésitations, notamment en fait, ça me fait quand même bizarre moi dans mes All-NBA Team de n'avoir aucun Clippers. Ça me fait très bizarre alors qu'ils vont quand même taper 50 victoires alors que Blake Griffin et Chris Paul ont manqué 21 matchs. Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité entre Towns, pour le dernier poste de pivot, entre Towns, Gasol et Draymond Green. Mais après là, c'est peut-être un critère qui est subjectif, mais j'ai préféré Gasol. Et après, sinon, le choix Gordon Hayward, Gordon Hayward et Paul George qui commence à être en mode playoff là, il est assez énervé. Et puis Gordon Hayward qui fait une saison exceptionnelle, mais je peux pas mettre deux Jazz alors que j'ai pas de représentant. Ce aurait été la seule équipe avec Golden State qui aurait eu plusieurs représentants et j'arrivais pas à faire ça. Ok. Pas Mickey et Kyrie, Tom, tu penses pas? Non, pas du tout. D'accord. Oh là là, cette réponse sanglante. Non, si Chris Paul il y est pas, Kyrie il y est pas, les gars. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pour t'embêter, Tom. C'est parce qu'on sait que t'aimes. On sait que t'adores Kyrie. Ah, vous savez. Puis moi, j'ai rien à dire. Moi, en fait, je ne dis rien sur ça parce que je garde justement les joueurs qui ont raté le cut de très peu. Je les garde pour mon top et mon top de la saison. Donc je n'ai rien à dire. Et toi, Pierre, KD qui n'est pas dedans ou si, je dis KD dans la deuxième. Ah si, t'as KD, mais
Ah oui, du coup, ouais, non, je mélange complètement les pinceaux. J'ai pas du coup, j'ai pas Green. Ouais, c'est pas Draymond, ouais. Voilà, après, non, c'est un peu les mêmes, on retrouve les mêmes que Tom, et Ward qui aurait pu mériter. Puis non, il y a des joueurs, voilà, puis c'est limite, tu pouvais faire presque 4 équipes au final, hein, ça aurait pas été scandaleux. Moi, j'en ai 5. Mais parce qu'après, t'as les long shots, mais les long shots dans une saison normale, ils sont là. Hein. Ouais. Mais si on peut revenir sur, le cas de Jimmy Butler, parce que on en parlait l'an dernier avec Jokic, c'est dur de se retrouver dans les plus-minus, les real plus-minus très haut quand tu as une mauvaise équipe. Jimmy Butler, les gars, cette saison, il est 4e au real plus-minus, les gars. Ah, mais il est très bon. Il est 4e, devant lui, il y a Paul est premier à 7.75. LeBron James est 2e à 7.52. Stephen Curry est 3e à 6.91 et Jimmy Butler est 4e à 6.89, les gars. Le net rating Jimmy Butler, quand il n'est pas sur le terrain, les Bulls ont un net rating de -9 sur la saison. De -9. Après, le banc des Bulls est dégueulasse. Hein. Mais c'est pas que le banc des Bulls, c'est... c'est limite, ils sont au niveau d'Orlando, les mecs, hein, sans Jimmy Butler. Mais c'est clair, mais ça, on a jamais contredit ça. Il est incroyable, hein, mais pas assez. Il y a trop de densité pour le penser en dehors qu'une 3e équipe ric-rac. Ah non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment pour vraiment appuyer le fait qu'il y soit. Tu peux pas ne pas le mettre, en fait. Tu peux pas privilégier. Je sais pas. Cette saison, tu peux pas privilégier un Paul George ou un Gordon Hayward par rapport à Jimmy Butler dans les forwards. Pour moi, en tout cas. Je pense pas que tu puisses dire tu peux pas. C'est minime, mais tu peux pas pour moi. Ah, je suis pas forcément d'accord. Je pense que non, ça, tu peux. Surtout Hayward, t'aurais pu le glisser dans l'équipe. Ça aurait pas été. Ça aurait pas été scandaleux. C'est pas fou. C'est pas un vol, ouais. C'est pas du vol, mais si je mets Ward devant Butler, c'est terrible. Moi, ça m'aurait plus gêné dans ce sens-là. Tu peux pas, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Tu peux pas mettre Ward devant Butler. Je suis un peu moins catégorique de vous. Je pars du principe que si tu peux avoir des bons arguments pour mettre Hayward devant Butler. Mis à part le bilan, après le bilan ça compte. Ça compte beaucoup pour ces genres de récompenses. Ah, moi j'en ai absolument rien à faire du bilan du mec. Du tout. Juste c'est les mecs qui ont le mieux joué. Oui, quand t'as une équipe comme les Warriors ou les Spurs qui ont écrasé, ok. Mais après les autres, le bilan, tu peux avoir 60% de victoire ou 22. Si ton joueur était dominant, tu rentres dans la course. Du coup, on va peut-être conclure cette très longue séquence sur les trophées. Et ensuite, on va enchaîner par une autre séquence où d'un côté, on va se mousser en expliquant qu'on est des espèces de Madame Irma qui est capable de voir l'avenir, et de l'autre, pas du tout, pas du tout, et faire de gros mea culpa. Alors dans cette seconde partie, comme je l'ai dit, on va revenir sur nos prévisions de début de saison et faire notre auto-critique ou revenir sur nos réussites. On a chacun choisi 2 échecs et 2 réussites vis-à-vis de nos prévisions de saison. Ça peut être des joueurs, des équipes. Moi, il y a même un truc où c'est même pas un joueur ni une équipe. Je te laisse commencer. Toujours Pierre, tu vas commencer durant tout cet épisode. À toi. Ou par un échec, ou tu veux commencer par quoi, le positif? Moi, ma première réussite. Ah, d'accord, ok. Ce que j'ai repris, alors c'est Washington, parce que j'ai repris le tableau de prévision qu'on avait fait du classement, et c'est moi qui les avais le plus haut et de très loin, et je les avais en 6, donc même pas assez haut, et que j'avais parié sur l'association Wall Bill qui allait super bien marcher. Milou. Donc je crois que je suis pas très loin de la vérité, donc je suis assez fier de moi sur ce coup. Et puis après leur début de saison raté, où je commençais déjà de me dire que j'avais vraiment chié pour les mettre aussi haut, ils ont bien rattrapé le coup, et puis j'aimerais pas les prendre en playoff. Franchement, je les vois peut-être passer un tour sûr, et le deuxième tour, attention, ça va être serré, je pense. Donc, je suis assez agréablement surpris par cette équipe, on en a déjà parlé, mais ils sont dans la bonne voie, on va dire. Et oui, Wall et Bill, ça fait des grosses saisons. Puis pas oublier autoporteur, top 15 shooter, et puis voilà. Autoporteur, top 15 shooter. Ouais, j'ai rien à dire. Surtout que là, c'est vraiment... Des fois, des gens se moussent en expliquant « Ouais, mais j'ai vu ça », mais il y a 15 000 personnes qui avaient vu ça. Washington, t'étais vraiment le seul parmi nous qui nous vendait Washington. Ouais. Donc bravo. Moi, au début, j'étais chaud au début de l'été, et puis les blessures, les opérations de John Wall. Je me souviens que j'avais eu peur
de Wall, ouais, pour Wall. Les opérations au genou de John Wall pendant l'été. Parce qu'au début, quand on en avait parlé, je les avais 5, il me semble. Et puis après, je les ai mis en 10. Parce que j'avais eu peur des opérations de John Wall. Et Miami, on savait pas s'il allait revenir. Donc ça m'avait fait peur. Mais bien joué à toi. Merci. Tom, du coup, une de tes réussites ou un de tes échecs pour enchaîner? Une de mes réussites, on va dire Houston. Ah, les mecs, vous commencez que par vos réussites, vous êtes géniaux. C'est pas ça, c'est que il a commencé par ça, donc on enchaîne là-dessus. Hein. Donc on va dire Houston et James Harden, que j'avais vendu comme MVP depuis le début de la saison. Enfin, avant le début de la saison. Et ça s'est passé à peu près comme j'avais prévu. Et j'ai même été surpris par l'ampleur statistique que ça a pris même, parce que il y a eu des performances de James Harden qui étaient totalement invraisemblables. Et puis c'est un joueur qui a progressé, je trouve, qui a totalement changé de rôle, qui est moins sur le scoring qu'à l'habitude, qui est plus organisateur alors qu'il reste quand même scoreur. Il arrive à trouver la balance entre les deux, et arriver à faire ça en une saison, je trouve que c'est vraiment vraiment exceptionnel. Et puis content pour D'Antoni dont le dernier passage aux Lakers a fait très mal, et qui a pu redorer un petit peu son image, et même pour Gordon, content pour ces gars-là, quoi. Maintenant les playoffs. Moi, du coup, ouais, qui vont aller en play-off. Moi, je vais commencer. Moi, je fais pas comme vous. Je commence par mes échecs tout d'abord. Premier échec. Alors, il y en a un paquet. Hein, donc, on va faire les plus marquants, on va dire. Je pense que c'est les Clippers quand même, parce que alors Benjamin, tous les ans, il arrive à se convaincre que les Clippers vont être une équipe crédible. C'est génial. C'est que tous les ans, à la fin, je me rends compte que j'avais tort, et tous les ans, je recommence un espèce de poisson rouge amnésique. Encore une fois, les Clippers. Alors, je sais, ils ont eu des blessures, je sais, blablabla. Il en reste que le niveau de jeu me déçoit. Ils vont peut-être passer un tour, hein, parce que on l'a déjà dit, sur un match-up avec Utah, ça peut passer, mais je les vois pas là passer plus d'un tour, et s'ils passent un tour, ils se font atomiser au second. Je sais pas, ça se blesse toujours. Blake Griffin, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un des joueurs les plus inefficaces de la NBA, c'est incroyable. Ton pick MVP, hein. Mon pick MVP, je l'assume complètement, moi. Je me dédouane pas quand je dis des bêtises, donc j'en dis souvent, donc je me dédouane. C'était quand même mieux que Kyrie, que tu m'as vendu pendant honteusement, 2 semaines, honteusement. Pendant 2 semaines, je t'envoyais des articles. Ça a été les 2 meilleures semaines de ma vie quand je fais croire à Tom que Kyrie était mon pick MVP, c'était génial. Non, mais les Clippers, c'est un flop intersidéral. Même, je les avais 2, je crois, de la conférence. J'ai même hésité à un moment à les mettre 1. Voilà. Là où je suis plus dégoûté, c'est que j'ai hésité à mettre Boston 1 pendant longtemps. Bon, je vais peut-être avoir tort. J'ai bien fait de me rétracter, mais j'aurais peut-être dû mettre Boston en 1. Là, j'aurais eu l'air intelligent. Mais voilà, les Clippers, un échec. Je m'en fiche de ce qui peut se passer en play. Tout sauf une finale de conf me fera pas changer d'avis sur cette équipe. Et vu que c'est très peu probable qu'ils y arrivent, c'est un échec. Moi, je te trouve dur un peu là-dessus, dans le sens où ils font quand même 50 victoires sans Chris Paul et Blake Griffin pendant 21 matchs, quoi. Dans une ligue où ils devaient se détacher parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Mais 21 matchs, Ben. On t'aurait dit. C'est un quart de la saison. Sont tes 2 meilleurs joueurs. On t'aurait dit avant la saison, les Clippers vont finir 5e. Griffin pendant 21 matchs, et ils se font passer devant par Houston et les Rockets. N'importe quoi. Houston et Utah. Moi, ça m'aurait pas suffi comme justification, parce que Utah a plein de blessures et Houston, sur le papier, les deux effectifs, c'est pas le même sport. Mais ils sont à 50 victoires quand même, tu vois. Alors oui, c'est une déception, mais ils sont quand même à 50 victoires, alors que leurs 2 meilleurs joueurs ont raté un quart de la saison. Dans une conférence où il y a 7 équipes qui se sont vite détachées, avec une Est très homogène mais mauvaise, ça me suffit pas, même avec les 20 matchs ratés. C'est pas assez. Ça atténue, mais c'est pas assez. Même avec les deux, des fois, ils étaient plus que médiocres. Hein. Ouais. Même, il y a des matchs où c'était pas beau à voir, alors qu'il y avait Chris Paul et Blake Griffin. L'attitude aussi. Tout le monde. Ils saoulent tout le monde. Tout le monde en a marre d'eux. C'est incroyable. Même les supporters en ont marre de l'équipe, j'ai l'impression. C'est incroyable. Je vous laisse enchaîner. Pierre, je te laisse enchaîner du coup par une. Bon, on va faire un échec cette fois. Et donc, pareil, j'ai repris le tableau de la conférence Est cette fois.
enfin aussi cette fois aussi. Et j'avais Milwaukee en 13. Ils sont 5e. Et je pense que là j'ai pas grand-chose à dire, à part que je pense qu'on croyait pas du tout à cette équipe-là avec la blessure de Middleton au début de saison. On pensait vraiment que ça allait être compliqué. Et on n'attendait pas du tout Giannis à ce niveau-là. Pas tout de suite en tout cas. Et ils sont surprenants. Après, le peu de victoires après le 4e de la conférence Est, ça les a bien aidés aussi. Et voilà. Je sais que Tom et moi, on a Giannis aussi dans nos échecs. Donc je peux te laisser enchaîner, Ah, Tom, si tu j'en ai veux même pas parlé parce que rebondir sur je savais que t'allais en parler. Mais même d'accord. si c'est l'un de mes plus gros échecs, hein, Giannis, que je ne voyais pas aussi, je le voyais, moi, honnêtement, Giannis, je le voyais à la lutte pour un ticket au All-Star Game, mais pas plus pour cette saison. Et, il a montré que c'était tout autre chose. Franchement, gros mea culpa. Donc, et puis sinon Chris Middleton, content pour lui, et puis Greg Monroe qui après 796 matchs va enfin jouer les playoffs. Sinon sur cette séquence là ce serait Miami que j'avais 14e parce que je pensais qu'ils allaient tanker dès le début de la saison et qu'ils allaient transférer Goran Dragic. Je crois que j'en avais parlé ça. Ouais. Que j'avais fait mon classement en imaginant que Goran Dragic allait se faire transférer très tôt dans la saison à Orlando et que j'avais sous-estimé le volonté constante de Pat Riley de gagner constamment. Il veut juste gagner. Il s'en fiche tanking, il connaît pas. Pour finir 9e. Donc du coup donc je les avais 14e avec une opération de tanking rondement menée avec comme patron Luc Babbitt et John Waiters et finalement non. Le Heat fait une excellente deuxième partie de saison et j'espère pour eux finalement qu'ils vont faire les playoffs parce que s'ils sont 9e ce serait une grosse déception au final. Oui, je préfère voir eux en playoffs que Chicago. Alors là, ça... en fait, j'ai envie de voir aucune des deux, mais de 1, j'ai pas envie de voir Chicago parce que c'est une blague, mais de 2, j'ai pas envie de voir le Heat pour que les supporters et le front office comprennent qu'ils sont pas au-dessus des lois et qu'eux aussi vont devoir connaître une reconstruction. Pour rebondir sur Giannis, du coup, j'enchaîne. Moi aussi, c'est un de mes échecs. Le mec est quand même top 20 NBA au niveau des points, rebonds, contre, interception, et il est aux alentours de la 25. Et il est aux alentours de la 25e place aux passes décisives. Le mec est top 30 dans les 5 catégories statistiques. Il est dans le top 10 à la protection du cercle. Ouais. Il est juste incroyable. Du coup, moi, c'est marrant parce que maintenant, je vais enchaîner par mes réussites. Je suis content. Première, alors là, celle où je suis le plus content, c'est l'arnaque j'ai appelé ça l'arnaque du potentiel en interne et du potentiel tout court. C'est-à-dire, je vise particulièrement Portland et Détroit, tout particulièrement. C'est-à-dire, c'est le truc qui veut qu'un mec jeune, forcément, s'il reste dans le même environnement, il devienne plus fort un an après. C'est une arnaque totale. Je pense que Portland en est juste... c'est l'exemple parfait. On n'aurait pas pu faire mieux que Portland pour ça et ce début de saison calamiteux. Donc voilà, ça prouve juste que c'est très dur. C'est pour ça c'est très dur de faire des prédictions au début de saison parce qu'il y a des choses en interne, des dynamiques qu'on ne connaît pas et que même les mecs, même les joueurs présents dans l'effectif, ils maîtrisent pas forcément. Et voilà, du coup, le potentiel en interne dont on vous bassine constamment, c'est une arnaque. Une autre arnaque de plus, parce que le potentiel aussi, c'est une arnaque, mais le potentiel en interne, c'est une plus grosse arnaque que le potentiel. Voilà, tout simplement. Pierre, tu peux enchaîner. Je suis content de moi, là, parce que c'est longtemps que Mais vas-y. Je vais faire mon deuxième échec. T'en as déjà un peu parlé, c'est Détroit, que j'avais mis assez haut. Moi, j'avais mis un 5e, parce que j'attendais justement une progression et j'étais convaincu, j'étais assez content de leur recrue, qui étaient Ishmis et John Lua. Qui ont été bons, le truc. Et qui ont été bons. Ils ont été bons cette saison, ils ont été au niveau des gars que tu attends pour être sur le banc, sauf qu'ils ont été titulaires. Surtout Ishmis. Surtout Ishmis, oui, complètement. Et enfin, Reggie Jackson, il réalise une saison, c'est pas top du tout. C'est gentil c'est gentil pour la désigner. Ce qu'on pouvait presque attendre de lui par rapport à l'année dernière ou autre, là il a perdu beaucoup en valeur et ça m'étonnerait pas qu'il soit tradé bientôt. Et je pense qu'il y a quelque chose de cassé entre cette équipe-là. Je sais pas si c'est entre les joueurs ou si c'est avec le coach ou autre, mais il y a quelque chose de cassé. Et puis sinon on va pas revenir sur André Drummond après
le surcoté d'Alan de la semaine dernière. Mais voilà, donc on a ouvert les yeux un peu sur certains joueurs de leur équipe, moi notamment, je le dis, et je suis assez déçu parce que j'en attendais, je trouvais qu'ils avaient un bon groupe et que c'était intéressant. Et donc voilà. Là, tu vois, par contre, là, il faut relativiser parce que c'est un échec collectif. On s'est tous fait avoir par Détroit. Et par contre, KCP est bien le seul à surnager dans. Enfin, il se fait arrêter pour conduite. Oui, non, mais oui. Faut le comprendre. Après la saison de Détroit. Ouais, enfin, quand tu vas être free agent l'intersaison d'après, l'été d'après, c'est pas forcément l'idée du siècle de se faire arrêter. Essayer de se consoler. C'est pas génial. Ah, c'est ça. Ouais, mais là, rien à dire. Oui, c'est ça. Tout le monde s'est fait avoir sur Détroit. Je les avais 4. Moi aussi, je les avais 4. Bonne. Ils avaient 4. Ouais, pareil. Mais c'est pas pour le jeu me défend. C'est pas pour cette arnaque de potentiel en interne. C'est juste parce que j'avais anticipé le niveau médiocre des autres équipes. Donc pour moi, ils allaient être 4 juste parce qu'ils étaient un petit peu moins mauvais que les autres. Un petit peu moins mauvais. Ouais. Du coup, Tom, à toi. Donc moi aussi, je vais enchaîner sur mon deuxième raté. Alors là, enfin, vous allez peut-être le trouver bizarre. C'est Masai Ujiri que je ne croyais pas capable de faire un move pour améliorer son équipe en donnant des tours de draft. Oh là là, oh Tom, oula, alors là, oula, là j'ai du mal à enchaîner les mots là. Oula là, Tom qui va dire du bien de Masai Ujiri. Là, je vais doublement enregistrer cette séquence. Non, c'est-à-dire que moi j'attendais ça en fait cette saison de sa part, mais j'étais par rapport à tout ce qu'il m'avait montré, à tout ce qu'il m'avait habitué à faire, je ne le pensais pas capable de donner des tours de draft dont il ne se servira probablement pas ou qui iront renforcer les 905 de Raptors pour améliorer son équipe à court terme et essayer de jouer quelque chose dans les meilleures années que connaisse la franchise là, parce que là ce sont les meilleures années de la franchise, de toute l'histoire de la franchise de Toronto. Et puis là il a donné des choses pour récupérer Serge Ibaka, pour récupérer PJ Tucker, même si c'est juste pour 6 mois, mais là il a un effectif pour au moins cette saison pouvoir faire quelque chose quoi. Là il vient pas tout démuni quoi. J'aime beaucoup ce qu'il a fait cette saison et je ne le pensais pas capable de pouvoir faire ça, un mini all-in comme il l'a fait. Donc félicitations à lui de m'avoir fait mentir. Ça fera réfléchir d'autres franchises de la même division. Les Raptors ont un cap, ont une direction très précise à l'heure actuelle. C'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, moi, du coup, vu que Giannis a déjà été cité, je vais déjà finir moi par ma deuxième réussite, Joel Embiid. Vous avez vu le mec jouer, voilà. Du coup, j'ai rien à rajouter, c'est tout. On attend quand la 2020? Je rappelle qu'il y en a qui voulaient lui donner un contrat max après ces 12 matchs bien joués. Est-ce que je donne des noms ou il y en a qui voulaient lui donner un contrat max. Hein. Oui, vous entendez bien les auditeurs. Parmi les gens que vous entendez actuellement, ce n'est pas moi. Je crois pas que c'est moi non plus. Moi j'assume. Moi j'assume. De ce que tu vois que le gars il vaut contrat max. C'est juste que sa santé ne le permet pas. Hein. C'est tout. Ouais, c'est trop un élément important. Non mais il est génial, c'est un personnage. 20 points, 7 rebonds, 2 passes, plus de 2 contre 35% au tir. Il shoot à 3 points, il danse, il est avec les pom girl, il est génial, il est marrant. Et il va se retrouver, c'est génial. Et il va se retrouver avec un coéquipier qui fait maintenant 2m11. Ouais, il a grandi, Ben Simmons. J'adore ça quand c'est toujours. J'adore ça, tous les ans, il y a un rookie qui ne joue pas pendant la saison et t'as la même info qui sort en mai ou en avril. Le mec a grandi. Oui, sauf qu'ils ont 19-20 ans. Donc techniquement, ils doivent grandir. Ils doivent tous. Ouais. C'est. Je sais pas en quoi c'est. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le duo. Hein. En espérant que Jojo tient, mais. Non, que les deux tiennent. Hein. Ah, il a pas le même historique. Oui, mais bon, ça peut bien faire pareil. Tu sais pas. Oh, t'inquiète, les blessures au pied, KD il en est revenu. Hein. Gasol aussi, il en est revenu. Hein. Pour se reblesser 2 ans après, oui. Qui ça? KD s'est reblessé. KD. Au genou. Oui, mais du coup, ça fragilise un peu tout hein, chez les grands. Ça me fait un peu peur, moi, ça. Oh, il a 19 ans, le mec. Ah oui, mais je rejoins Pierre. Après, je préfère être positif avec cette équipe des Sixers. Parce que les blessures, c'est pas une question d'âge, mais quand t'as 2-11 ou 2-13 ou 2-15, hein, parce que dans 3 mois, les gens vont encore être surpris qu'il ait peut-être encore grandi. Ça va être génial. S'il fait ce qu'il fait à 2-13, à 2-11, 2-13, bon courage pour l'arrêter. Franchement, bon courage pour l'arrêter. S'il arrive toujours à faire ce qu'il fait, bon courage pour l'arrêter, Ben Simmons. Et puis, allez, on va être dans le fiction totale. Imagine qu'il a un peu appris à shooter en un an, un peu.
Et que les mecs, C'est un joueur. arrivent à avoir Fultz au premier tour, l'an prochain. Bon courage. C'est pire que les Wolves, hein, ça. Franchement, Largement. c'est pire que les Wolves. Bref. Pierre. Du coup, Pierre, pour conclure, ouais. C'est quoi? Oui, ma deuxième réussite, moi j'ai plus des petites réussites, j'en ai pas de grosses. J'avais les 8 bons en playoff pour les pronostics, contrairement à l'Ouest, ouais, contrairement à d'autres qui avaient succombé aux sirènes de Minnesota ou de Dallas souvent, on avait souvent vu. Donne des noms, Pierre. Donne des noms. Non, j'ai regardé, je crois que c'est toi qui t'as Minnesota en 8, c'est ça? Oui, exactement. Après, je crois que Tom. Moi, j'ai les mêmes 8 que toi. Ah voilà, donc. J'ai les mêmes 8 que toi. Après, j'avais annoncé, je crois, en MIP ou un truc comme ça, j'avais parlé de Dennis Schroeder, et moi je suis assez content de ce qu'il a fait. Il est à peu près dans les stats que j'avais annoncé. 18 points, 6 passes, avec des pourcentages en augmentation. Et pour moi, il fait pas une saison catastrophique, loin de là. Et il apporte ce qu'il doit apporter. Mais le MIP est promis à Giannis de toute façon. Giannis ou Jokic? Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Ah, Jokic, ouais, Giannis, ça a quand même un... Puis c'est un sophomore, Jokic. Ouais, c'est ça le truc. Giannis, je vois quand même vraiment à Giannis, quoi. Et non, voilà, ça fait 2 petites réussites, on va dire. Ouais, c'est bien. J'assume toujours Minnesota. Hein. J'assume complètement Minnesota. C'était logique, ça se tenait. Tu pourras le sortir l'an prochain avec l'avantage du terrain. Ah non, quand même pas. Du coup, par contre, je suis très rancunier vis-à-vis des équipes qui m'ont déçu. Très, très, très rancunier. Donc je ne promets même pas une place en playoff à Minnesota l'année prochaine. Je verrai comment tout va s'arranger à l'Ouest, mais je suis très rancunier quand on me déçoit les équipes NBA. Hashtag, il y en a beaucoup quand même. Hashtag Clippers, je vous oublierai pas. Ensuite, toi, Tom, pour conclure. Alors là, autre réussite encore comme Pierre, c'est des petites réussites cette fois-ci. C'est Nikola Jokic, dont on a beaucoup parlé. On était avec Ben au règne du train. Jokic. Voilà. Depuis, on en a parlé très tôt dans la saison, même avant le début de la saison même. Ouais, c'était pendant l'été dernier. Pendant l'été qu'on a commencé les podcasts. Et Tim Hardaway Jr. que je voyais comme joueur qui allait peut-être surprendre cette saison, qu'on avait fait le podcast avec Ben sur nos surprises ou révélations de la saison, j'en avais parlé. J'avais Solomon Hill. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas voulu te griller, hein. Tu t'es grillé seul. Non, parce qu'en fait, je me suis rappelé du coup de l'épisode Solomon Hill. Toi aussi, je t'oublierai pas, Solomon. Donc voilà, Tim Hardaway Jr. qui fait une saison correcte, et je pense qu'il est il est en ligne pour prendre un contrat de 4 ans, pratiquement, je sais pas, moi, je pense que 60 millions sur 4, il va prendre ça, je pense. Ouais, j'allais dire pareil, ouais. Il est bon, j'aime bien Tim Hardaway Jr. Il fait une bonne... il est nerveux, j'aime bien, il est nerveux, tu vois, en plus, il joue avec le Grizzly, là. Mon Grizzly. Il est nerveux. Du coup, je pense que on va conclure. Moi, c'était vraiment, j'avais pas de petites réussites comme vous, parce qu'en fait, si je commence à me remémorer les Solomon Hill, les Dion Waiters, MIP, je pense que ça va être un peu ridicule, cette séquence. Dion Waiters, t'as fait pire. Oh. Ah, j'ai fait pire, ouais. Je sais pas si je dois le prendre comme un compliment ou comme une insulte, j'ai fait pire. T'as fait Blake Griffin, quoi. J'ai fait Blake Griffin. Toi aussi, je t'oublierai pas, Blake. Du coup, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux vos pires. C'était une séquence intéressante de revenir un peu en arrière, parce qu'on n'est pas pour prouver que, faut nous écouter, hein, bien sûr, je dis pas ça, mais faut relativiser. Même ceux qui s'autoproclament experts, on est capable de dire des grosses bêtises. Et nous, après la pause, oui, d'ailleurs, j'ai pas fini ma phrase. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux vos pires prédictions et vos meilleures prédictions, parce qu'il y a des gens qui annoncent des trucs très bons, comme Pierre avec Washington. Et du coup, après la pause, on va finir par nos tops et nos flops de la saison régulière. On va finir avec nos tops et nos flops, mais de l'année, là, carrément. Pierre, comme d'habitude, on enchaîne, vu que c'est ton anniversaire. C'est toi qui commences cette semaine. Russell Westbrook. Oui, mon top de l'année, c'est forcément Russell Westbrook. Pourquoi Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi? Parce que quand ton joueur préféré réalise une saison comme il est en train de faire, aussi historique et aussi monumentale, j'espère vraiment que ça va vous arriver. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais... Puis en 2011. Ah oui, quand il gagne le concours de dunk, c'était sa meilleure passage, je pense.
Quoi? Non mais comment? Je rigole, Ben. Quand ton petit joueur amènera une équipe en finale NBA, on reparlera, mon coco. Là, mais il l'a fait. On était là en finale. On est ouais, allé en finale. avec un MVP. Moi, il a amené Edo Turkoglu et Jamir Nelson. Donc, on en reparlera après. Quand on n'est pas dans la catégorie encore. Il y aura Charles Lewis. Et Edo Turkoglu était très bon à cette époque. Donc, c'est reparti. C'est pas possible. Non, allez, plus sérieusement, c'est vraiment une saison historique. Et puis, il commence. Enfin, là, c'est même plus de la reconnaissance, c'est même plus qu'il commence de l'avoir. C'est que ça devient le seul critique qu'il a, c'est oui, il cherche à prendre un rebond en plus. Vas-y, c'est bon, prends ton rebond, hein. Ça se fera un triple-double. Enfin, ça devient. Tout le monde parle de ça et moi, j'étais là depuis le début et je peux le dire parce que j'ai suivi depuis le début d'Oklahoma et donc ça fait vraiment plaisir quand t'as une saison comme ça et ça met un peu de baume au cœur après l'été dernier, quoi. Et c'est une des seules satisfactions que tu peux avoir presque à ce que au départ KD, c'est que ça a libéré Westbrook, quoi. C'est la saison MVP de KD ou celle de Westbrook? De quoi? Tu devais choisir. Ah, celle de Westbrook, mais complètement, mais 20 fois. Sérieux? Parce que mais en fait, on en a parlé l'autre fois, Ben. Déjà, la plupart des fans du Thunder sont plus fans de Westbrook que de KD. On a cette impression-là, et je pense que c'est un peu vrai. On en a parlé l'autre fois que KD avait pas tant une fanbase que ça, mais non, la saison de Westbrook, enfin, peut-être qu'on était allé plus loin en playoff ou autre, mais cette saison de Westbrook, moi, Memphis vous avez sorti. Ah, c'était la saison où Memphis est sorti, c'était pas la. Ouais, je dois me tromper sinon. Donc tu vois même pas. L'année où il met 32 points là, Memphis vous sort au premier tour. Ah oui, c'est vrai. Donc tu vois, donc même pas. Donc, non, cette saison-là, 20 fois, quoi. Même si t'as des soirs où tu tapes des 5 avec Oladipo, Westbrook et Christon en même temps, mais c'est pas grave. Westbrook a un triple-double. C'est match Christon, franchement. On cite beaucoup trop son nom. Les meneurs backup cette année, entre Jennings, Christon, l'autre mec de Washington, là, Trey Burke, Andrew Harrison, faut arrêter. Bref. Tom, voilà. Du coup, ouais, mais il y a rien à dire. C'est vrai que cette histoire de rebond, on en a tous parlé, mais rebond contesté sur un lancer franc, pas contesté, c'est en fait on pinaille, c'est du détail, du détail par rapport à sa performance en réalité. Du coup, Tom, tu peux enchaîner par ton top de la saison. Mon top de la saison, un peu comme Pierre, moi ce sera Mike Conley déjà en 1. C'est-à-dire que c'est le joueur qui a signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA et qu'à la fin de la saison, personne ne parle de son contrat. Donc, c'est vrai. Donc, c'est alors qu'on en a mangé cet été. Hein. Alors qu'on n'entendait que ça. Oh, Mike Conley. Alors oui, il est surpayé, certainement, mais il fait la meilleure saison de sa carrière. Et depuis 2017, où Marc Gasol est un petit peu moins bon, quand Conley n'est pas sur le terrain, on a un net rating de moins 10. Voilà, tout simplement. Après, ce qui aide à pas parler du contrat de Mike Conley, c'est celui de Chandler Parsons. Aussi. Côté, quoi. Quoique, un peu moins. Je pense que Conley, je pense que Conley fait une bonne saison pour lui. Enfin, il fait sa meilleure saison en carrière. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis bon, Parsons, c'est un truc qui a pas marché. Et puis, tant mieux pour Conley s'il arrive à assumer ce contrat-là, quoi. Et puis, sinon, en parlant des gars qui ont signé des gros contrats, Bradley Beal qui a signé un gros contrat et DeMar DeRozan aussi. Ces gars-là, chapeau. Ils ont signé des contrats de 5 ans et la première saison, ils ont fait quelque chose de vraiment super. Moi, du coup, mon top de la saison, c'est le niveau général des meilleurs joueurs du championnat. Incroyable. J'ai regardé depuis 2011 au niveau, j'ai pris les 46 meilleurs PER depuis 2010-2011, ça fait 7 ans. 46 meilleurs pairs, 7 ans. Il y en a 13 de cette année. C'est 28, plus d'un quart des meilleurs pairs des 7 dernières années, on les retrouve cette année. C'est juste incroyable. Quand on regarde j'ai voulu éviter, j'espérais que personne n'allait pas mettre de Damian Lillard dans une de ses All-NBA teams, parce que Damian Lillard cette année, c'est 27 points, 6 passes, presque 5 rebonds, plus de 37% à 3 points. Et le mec est même pas dans certaines All-NBA teams, pas dans la mienne, pas dans celle de Tom, si ma mémoire est bonne. Elle est juste dans la tienne, Pierre. Ouais. Et quand on regarde les mecs qui ont eu des saisons comparables dans l'histoire de la NBA, c'est-à-dire 27, j'ai cherché plus de 27 points, plus de 4 rebonds, plus de 5 passes, et à 37 points,
juste pour dire, t'as Kevin Durant, Stephen Curry, Larry Bird, Michael Jordan. Voilà, terminé. Voilà, c'est les mecs. Ouais. C'est juste les mecs qui ont des saisons comme ça. Et Lillard est même pas dans des All NBA teams. C'est incroyable. Je me suis fait une petite liste des mecs que j'ai pas mis personnellement, mais c'est pas un ordre de préférence. Hein, mais Cousins, Lillard, McCollum, Thompson, Paul George, Bradley Beal, DeRozan, Hayward, Kemba, Kyrie, Jokic, Conley. Mais c'est incroyable que des mecs comme ça ne soient pas dans les All NBA teams. Et c'est beaucoup de joueurs dans la liste. Ils jouent le meilleur basket de leur carrière. C'est juste incroyable. Enfin, c'est une période incroyable pour regarder du basket. Et que tous les vieux, et là c'est ma spéciale Benjamin, j'étais obligé. Tous les vieux réacs qui nous saoulent à nous dire que c'était mieux avant, mais qui prennent leur VHS et qui regardent leur match d'avant et qui nous laissent apprécier parce que c'est juste génial le niveau de jeu actuellement. Voilà. Même si toutes les équipes ne sont pas bonnes. Même s'il y a beaucoup d'équipes, bizarrement, qui sont. Je me suis vraiment concentré sur les. C'est vrai que niveau des équipes, c'est pas un bon cru, mais le niveau des joueurs en lui-même, c'est incroyable. En fait, t'as tellement des joueurs élites forts que si t'en as pas un dans ton équipe, t'es vraiment faible, quoi. Il faut avoir si t'en as que un, voire que un, oui, ouais. Donc, c'est incroyable que Lillard, non mais il fait une saison à la LeBron, Curry, Jordan, Bird, et il est même pas. C'est fou. Du coup, là, c'était. Ah, mais c'est incroyable. C'est génial. C'est à la fois terrible pour lui, mais c'est génial pour nous parce qu'en tant que spectateur, c'est super cool. Il était All-Star? Pas cette année. Non, il était pas All-Star. Il était toujours pas All-Star. Non, on est d'accord. Le mec est pas All-Star, quoi. T'imagines? Mais c'est n'importe quoi. C'est incroyable, c'est génial. Et Chris Paul n'était pas All-Star non plus. Non plus, mais il y a trop. Bon, là, c'était la version positive. Maintenant, le négatif, le flop de l'année. Pierre, je vais te laisser parler en mon nom parce que je sais qu'on a le même. Ouais, mais on va s'y mettre à deux, je pense, il y a de quoi faire. Okay. Non, mon flop de l'année, c'est la franchise de New York, les New York Knicks, parce que je les avais en playoff, juste pour dire. Ouais, je les avais en playoff, c'est juste pour dire que je pensais que c'était possible. Je les avais en playoff. C'est une super team. Ouais. Et ben voilà. Je pense qu'on a plus parlé de cette équipe-là pour les affaires extra-sportives que pour le talent qu'il peut avoir sur le terrain, même s'il est faible. et commence à jouer. Quand tu as un joueur comme Porzingis, que tu n'en parles pas de l'année, parce qu'il y a tellement de choses à côté, c'est juste pas possible pour moi. Et je vois vraiment pas où va cette franchise, quoi. Ça devient catastrophique, quoi. Et je donne mes encouragements et toute ma gratitude à Melo et à Porzingis, parce que faut le supporter, je pense. C'est pitoyable. Mais c'est le génie des Knicks. Les Knicks arrivent à faire parler d'eux pour tout, sauf pour leur niveau sur le terrain. C'est génial. Et c'est des génies. Le front office, fait, ils repoussent les limites du pitoyable, mais tous les ans, c'est incroyable. C'est pas une bonne chose que tu parles pas trop de leur niveau sur le terrain. Je préfère pas parler de leur niveau sur le terrain qui est moyen fluctuant. Il y a eu des moments pas. Il y a eu des moments bons. Plutôt que, mais c'est honteux pour la ligue. C'est honteux. Et Dolan ne vendra jamais sa franchise. Il y a un paquet d'articles très intéressants sur le sujet parce qu'il gagne des milliards. Mais oui, il gagne des milliards avec sa franchise. Il la vendra jamais. Alors que c'est un guignolo, ce mec-là. Mais c'est inadmissible qu'il ait une franchise NBA. Et pourtant, il la vendra pas. Et là, peut-être la franchise la plus marquante avec les Lakers et les Celtics, c'est dramatique pour la ligue. Je commence à penser, c'est pas très démocratique, mais il faudrait avoir une procédure d'impeachment pour virer les proprios mauvais. Mais le problème, c'est que du coup, vu que c'est un achat, mais vu qu'on est dans un système, le NBA, c'est tellement un système particulier, tu devrais avoir le pouvoir de virer un mec. À l'unanimité, j'ai toujours du mal, des autres proprios. Parce que c'est pas normal. C'est compliqué. Parce que mais ils payent aussi ça, les autres proprios NBA, le fait que l'image des Knicks soit dramatique. Complètement. Ouais. Après, c'est difficile. J'avoue que c'est un truc pratiquement, même totalement impossible à mettre en place, mais c'est n'importe. Après, il y a des choses qui se sont faites avant, quand il y a eu le cas du proprio des Clippers, où il avait il avait eu des propos racistes et du coup là, c'est Balmer maintenant. Donc peut-être que ça dépend du contexte, je pense. Après, mais il se fait tellement d'argent avec l'équipe, c'est ça le problème. Puis au niveau basket, heureusement que l'équipe a Porzingis, parce que sinon, et qu'ils l'ont drafté, ils ont fait une bonne draft et qu'ils sont bien tombés, parce que sinon l'équipe, elle serait
enfin, ça serait terrible, quoi. T'aurais rien, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour Melo, enfin, au bout d'un moment, maintenant, tu peux plus continuer à faire ta franchise autour de Melo, quoi. Et pourtant, c'est une super team. Je tiens à rappeler les propos de Derrick Rose. C'est une super team. C'est dramatique. Bref, Tom, ton flop. Bref. Oh, j'en aurais peut-être un petit, parce que vous me l'avez rappelé en off. J'ai aussi un flop, mais je sais même pas si c'est un flop, parce que je fais que le descendre constamment. Donc, est-ce que c'est vraiment un flop? Je m'y attendais, personnellement, mais bon. À toi, Tom. Alors j'en ai deux moyens, on va dire, deux moyens flops. Donc le premier, c'est vraiment le fait qu'il y ait peu de mouvement cette année. Je m'attendais à beaucoup plus de mouvement, mais bon, ça doit certainement être dû au fait qu'il y ait le nouveau CBA qui soit rentré en vigueur et que les franchises avaient un petit peu peur. Donc du coup, ça a pas trop bougé, mais je pense que d'ici l'année prochaine, ça va bouger un petit peu plus, notamment tout ce qui est transfert, les trucs comme ça. Je pensais que même la trade deadline a été plutôt, enfin, on a plus parlé des choses qui ne se sont pas faites que des choses qui se sont faites. Donc très juste, ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage cette saison, qu'il n'y ait pas eu trop de mouvement. Après, ça s'explique aussi par le fait que la course au playoff à l'Ouest, il y a beaucoup d'équipes qui sont longtemps restées entre deux zones parce que le 8e était mauvais. Donc du coup, il y en a qui savaient pas s'il fallait donner des trucs pour s'améliorer, enfin tanker, on fait quoi, est-ce qu'on joue le sportif, le pas sportif, machin. Et puis à l'Est, c'est par rapport au fait que tu pouvais enchaîner des séries de défaites et quand même te retrouver dans le truc, quoi. Donc voilà, quoi, les équipes n'ont pas forcément bougé. Donc j'étais un petit peu déçu par rapport à ça, comparé aux saisons précédentes. Et sinon, deuxième flop, c'est vraiment le niveau des rookies. Je m'attendais à mieux. Vraiment, c'est dommage que Ben Simmons se soit blessé. Et puis la course au ref, hein, c'est entre guillemets la course au moins mauvais maintenant du coup. Enfin, vu que, si franchement Embiid aurait joué, allez, disons 60 matchs, il aurait fait l'un des meilleurs Roy de l'histoire, je pense. Il aurait été l'un des meilleurs Roy de l'histoire sur son temps de jeu et sa production. Mais le fait que lui soit disqualifié, entre guillemets, du trophée parce qu'il a joué que 31 matchs, du coup, c'est Saric, mais Saric, personne n'en parlait avant que, enfin, Saric, j'ai l'impression que, la fin de saison que Saric fait, il est mis en avant, mais c'est plus du Michael Carter Williamisme. J'allais dire pareil. Ouais, c'est ça. Et vu qu'il y a personne, il est mis en avant. Du Michael Carter Williamisme, putain. Et voilà. Et alors que moi, tu vois, le rôle, je le donnerais plus à Brogdon parce qu'il a un impact plus important dans une équipe qui joue quelque chose. Parce que Brogdon n'est pas là et il galère, hein. Della Vedova, c'est pas un starter. Della Vedova, c'est pas un starter. Brogdon, c'est plus un starter. Donc voilà, ce serait ça. Et puis très déçu par Chris Dunn, un petit peu déçu par Brandon Ingram et par Wade Baldwin, que personne ne connaît. Moi, Si, il a fait 3 bons matchs début de saison. Ah non, ouais, il a fait le bon match de début de saison et puis il a mis un 3 points. S'est fait traiter par Courtney pour avoir mis un 3 points contre les Knicks au buzzer. Ah oui, alors que ça coûtait pas, oui. ouais. Enfin, Courtney lui a dit, je cite, personne ne se rappellera de ce shoot et personne ne se rappellera de toi ici. Ouais. Cool. Mais je l'avais dit avant la draft, c'est Fantomas, il est capable de disparaître, Wade Baldwin. Moi, mon flop, du coup, c'est, je me suis adapté à ce qu'on m'a dit en off récemment, c'est juste Evan Turner. Parce que j'admire comment pendant tout un été, on m'a expliqué qu'Evan Turner, en fait, ça allait être le mec qui enlève la pression à McCollum et Lillard, le créateur supplémentaire, génial, attention. Or, de 1, c'était une arnaque parce que on est dans l'ère de la polyvalence, c'est un mec qui te fait juste qui a juste une mission, c'est un échec, la plupart du temps. Et ensuite, mais c'est de quoi les mecs? Faut arrêter de retirer tout le temps c'est quoi l'intérêt de retirer tout le temps la balle dans les mains de Lillard et McCollum? Mais c'est n'importe quoi. C'est un échec, Evan Turner, et c'était évident. Et d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs cruel dans l'histoire, c'est qu'il serait resté aux Celtics, il aurait continué à être bon grâce au système Stevens, mais là, il a cédé d'un côté bien à lui, hein. Il a eu son gros contrat bien juteux et les gens qui pensaient qu'Evan Turner
allait être bon. Bah, je ne sais pas ce qu'ils prennent le matin, mais ça doit être bien corsé parce que c'est une catastrophe. Mais c'est pas étonnant, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'aurais pu le mettre dans mes réussites de la saison, mais réussite de dire qu'un mec échoue, c'est un peu dur, même pour moi. C'est pour ça. Mais non, Evan Turner, c'est pas possible. D'ailleurs, Portland qui va se retrouver, Portland, franchement, je pense que Portland, ils vont plus, ils ont 3 choix de draft, je pense qu'ils vont plus essayer d'éjecter des contrats avec ces choix de draft là que plutôt drafter pour se renforcer, hein. Ouais. Parce qu'il faut payer Nurkic, il faut payer Vonleh, qui fait une bonne deuxième partie de saison à côté de Nurkic, qui a permis de sécuriser notamment le rebond. C'est chaud pour eux, c'est vraiment non mais bref, non mais après je dis c'est chaud pour eux, mais quand tu donnes une telle somme d'argent à Evan Turner, c'est normal qu'il t'arrive des bricoles, c'est tout à fait logique. Du coup je pense qu'on a rien, non mais c'est moi je trouve que le contrat qu'ils ont donné à Myers Leonard est des pires, hein, je trouve. Ah non. Mais il y avait un article de Basketball Breakdown sur ça, pour moi il est top 3 des pires contrats NBA, Turner. Ah, Myers Leonard, c'est pire, même Plumlee, c'est horrible. Ah non, les mecs ne jouent pas. Les mecs ne jouent pas. Ah mais c'est le génie du Evan Turner, c'est qu'Evan Turner joue, il est mauvais et tu le payes tellement cher que tu es obligé de le faire jouer. C'est un autre niveau de perversité, ça. C'est un autre niveau. Oui, c'est ça. Du coup, bah je pense qu'on va conclure cet épisode, l'épisode numéro 1 du marathon. Ça continue dès demain. Demain, avec les mêmes acolytes, on va parler des Grizzlies. Tom sera content, et du Thunder. Pierre sera content. Et puis moi, comme ça, je pourrais limite être en vacances, j'aurais rien à dire. Et puis, vous allez faire les analyses pour moi et pour les auditeurs. Insider, t'as été insider avec toi, c'est bon. Les chevilles vont peut-être un peu se dégonfler. 2 minutes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nos Twitter perso, les plateformes où vous pouvez nous retrouver. Donc, pour une fois, je vais pas dire bonne semaine d'NBA, mais je vais vous dire à demain. Salut. Salut.